Excusez ce retard enregistré au démarrage de cette édition. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Comment barrer la voie aux organismes génétiquement modifiés? La coalition béninoise de veille contre les OGM a donné une conférence de presse aujourd'hui à Cotonou. Objectif, éveiller les consciences des consommateurs. Renforcement des capacités des forces armées et de sécurité publique béninoises. Un séminaire destiné aux élèves commissaires a démarré ce jeudi à Cotonou. L'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux. Le Centre panafricain de prospective sociale en fait son cheval de bataille. Un atelier se penche sur le sujet aujourd'hui. À nouveau, bonsoir, bienvenue ici, vous nous rejoignez, on prend la direction de Porto Novo et on va directement à l'Assemblée nationale, présentation du nouveau visage du groupe parlementaire République et Solidarité nationale, puis élection de Dapé Soso comme deuxième secrétaire parlementaire. C'est l'essentiel des travaux de la plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale, suivant le point des 10 travaux. Le groupe parlementaire République et Solidarité nationale, disloqué quelques jours plus tôt, a été ressuscité en début de semaine par son président Barthélémy Kassa. Ce groupe, qui compte désormais certains députés comme Sabaï Kate, Sophia Tchanou et Rachidi Badamansi, pour ne citer que ceux-ci, déclare s'engager pour toute action de développement, de paix et d'unité nationale. Nous, députés du présent groupe parlementaire, entendons œuvrer pour la préservation de la paix, l'unité nationale et la solidarité, veiller au respect des principes démocratiques, contribuer à l'édification d'une nation moderne et prospère, veiller à la sauvegarde des acquis fondamentaux de la conférence des forces vives de février 1990. Enfin, le groupe parlementaire République et Solidarité nationale se tient ouvert à tout député qui épouse les principes, valeurs et visions visés. Passé cette déclaration, le processus de l'élection du deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale en remplacement de Alexis Agbele-Sessi a été lancé. Au terme du vote secret, Léon Komla Ahossi de l'Union fait la nation a été battu par son challenger au poste d'Apé Soso. Les résultats du scrutin donnent Soso d'Apé 58 voix, Ahossi 20 voix. Soso d'Apé est élu à la majorité des suffrages exprimés, deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale. C'est ça, hein? 58, 20. Le tout nouveau deuxième secrétaire parlementaire remercie la presse et tous les artisans de son élection. À tous ceux qui ont pris part activement au suffrage, ceux-là qui ont voté pour ou contre, je dis sincèrement merci. Merci parce que c'est une mission qu'ils sont en train de me confier. C'est une mission qu'ils m'ont en fait confiée. Et cette mission, c'est de les représenter tous au bureau de l'Assemblée, donc au poste de deuxième secrétaire parlementaire. Ce jeudi, la plénière va examiner le projet de loi cadre sur l'aménagement du territoire pendant devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement invité vient aussi répondre à 2 questions d'actualité adressées par des députés. L'une porte sur le projet de la boucle ferroviaire et l'autre sur la dissolution de l'ex-IGE, l'Inspection générale de l'État. Et on reste au Parlement. Les députés de la 7e législature s'imprègnent du contenu du projet de loi portant création de la Chambre d'agriculture en République du Bénin. Ils ont pris part à un séminaire organisé à cet effet à Grand Popo en fin de semaine. Le point de la rencontre dans ce reportage signé Olivier Osogoé.
Le projet de loi numéro 2014-754 du 26 décembre 2014 portant création de la Chambre d'agriculture du Bénin, objet de ce séminaire d'imprégnation de la représentation nationale, initié par la Commission du plan, de l'équipement et de la production. La rencontre vise à amener les députés à comprendre la nécessité et l'opportunité de voter une loi portant création de l'institution consulaire en charge de la défense des intérêts du monde agricole auprès des pouvoirs publics et partenaires à divers niveaux. Compte tenu de l'importance de l'agriculture dans la chaîne de développement de notre pays, les députés, animés par la gouvernance participative, ont souhaité un séminaire d'imprégnation afin d'amener les députés à avoir des éléments justificatifs ayant conduit à l'élaboration de la loi portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin. Le processus d'élaboration de la loi a démarré depuis 2008. Son adoption devrait favoriser le renforcement de la légitimité et le pouvoir d'action de la Chambre d'agriculture du Bénin, une institution créée en 1989. Les chambres d'agriculture du Bénin restent régies par un décret au lieu d'une loi, ce qui limite, affaiblit la légitimité et le pouvoir d'action de notre institution, alors même que le secteur qu'elle représente constitue le socle de notre économie avec 70% des emplois, 30% de produits intérieurs bruts, 90% de recettes d'exportation et 15% de recettes d'État. La Chambre d'agriculture du Bénin, restaurée en 2001 un réseau, est constituée de la Chambre nationale d'agriculture et de 6 chambres interdépartementales d'agriculture. Le réseau assure, entre autres, la collecte et la diffusion des informations économiques et agricoles, la promotion de la filière et la participation à la réalisation des travaux d'intérêt agricole. Parlons OGM dans cette édition. Dans le cadre de la marche mondiale contre les organismes génétiquement modifiés, la coalition béninoise de veille contre les OGM a donné une conférence à la Bourse du Travail, une conférence pour éveiller la conscience des consommateurs béninois. Mesme Andisso, témoin de l'événement. Contre les OGM et les pesticides, environ 500 villes sont en ce moment mobilisées dans le monde. Monsanto est pointé du doigt. Monsanto représente ici toutes les multinationales qui fabriquent et déversent des semences et autres organismes génétiquement modifiés dans le monde. Contrairement aux idées reçues par lesquelles on veut nous faire croire qu'il y a unanimité autour des OGM aux États-Unis d'Amérique, mais c'est bien dans ce pays qu'en 2013, le 23 mai, a été déclaré journée de marche mondiale contre Monsanto. Notre souhait est de perpétuer cette journée de manifestation pour inviter chaque année les citoyens de notre pays à se poser cette question toute simple, mais très engageante. Quelle planète pourrons-nous léguer à la génération future? Est également évoqué à titre d'exemple l'échec du coton BT au Burkina Faso, un coton prétendument amélioré, mais dont la production a détricoté le succès du premier producteur de coton d'Afrique au sud du Sahara. Ce coton génétiquement modifié produit peu de graines, de sorte qu'avec un volume identique, le coton BT pèse moins que le coton conventionnel, ce qui pour le paysan, pour le producteur agricole, est une perte de revenus. Aujourd'hui, trop de pathologies éprouvent les hommes, conséquence des décès en Syrie dans certains milieux, y compris béninois. On ne dit pas forcément que ce sont les OGM qui sont à la base, mais toujours est-il qu'avec ces OGM qui sont un peu partout aujourd'hui, qu'on est en train de faire rentrer dans certains pays, on a des raisons d'être véritablement
inquiets. Les Béninois sont ici invités à faire preuve de vigilance contre les OGM et pesticides. Il s'agit pour les conférenciers ici présents d'un combat qui requiert la participation de tous. Parlons donc de ce partenariat Nord-Sud, répondre davantage aux besoins financiers de sa clientèle. C'est l'objectif de la Société Générale du Bénin. À cet effet, elle a signé 2 conventions de prêt avec l'Agence française de développement. La cérémonie de signature a eu lieu ce jeudi au siège de la Société Générale du Bénin. Le reportage de Wisland Libla, présenté par Jérôme Mungo. Signature de convention entre la Société Générale du Bénin et l'Agence française de développement. Cet acte vise à renforcer les capacités d'investissement de la Société Générale du Bénin à travers la ligne de crédit SONREF et le refinancement Proparco, une filiale de l'AFD. Ces accords de partenariat constituent pour Société Générale Bénin une réelle opportunité pour offrir la possibilité aux entreprises locales de recourir au financement bancaire dans un environnement macroéconomique risqué qui est celui de notre région et particulièrement aujourd'hui avec l'influence de notre grand voisin, le Nigeria. D'un coût global de 12 milliards de francs CFA, ces conventions de crédit vont favoriser le développement du secteur privé et le soutien aux investissements verts. L'Afrique subsaharienne constitue une priorité très importante pour le groupe Agence française de développement. Proparco finance des entreprises privées dans différents secteurs d'activité, principalement en deux grandes catégories. Nous aidons les établissements locaux, les banques et des fonds d'investissement à davantage prêter, à se déployer dans l'économie ou pour des fonds d'investissement à investir dans des PME africaines. Et nous intervenons en direct sur des projets structurants de grande ampleur, que ce soit des projets d'infrastructure ou des projets dans l'agro-industrie ou l'industrie manufacturière. Le produit SONREF, développé en partenariat avec l'Union européenne et le Fonds français pour l'environnement mondial, permet donc une approche combinée financière et technique permettant aux banques de se positionner comme acteur clé de financement de la transition écologique. Le projet Afrique de l'Ouest, mis en place pour une durée de 3 ans et pour un montant de 50 millions d'euros, est dédié à la facilitation des investissements d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable en zone UMOA. La ligne de crédit est ainsi accompagnée d'un fonds d'appui à la préparation des projets, de primes à l'investissement et d'une assistance technique mobilisée pour faire émerger un marché viable de financement de projets d'énergie durable. L'Agence française de développement AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations et protègent la planète. Le Centre panafricain de prospective sociale passe à la phase de concrétisation de son projet d'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux. Un atelier se penche sur la question depuis ce jeudi et à cet effet pour entrevoir les perspectives du dit projet. Allez sur vous, Igor Yosso. Cotonou avait abrité du 26 au 28 mai 2015 le symposium international sur l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Un an après, le Centre panafricain de prospective sociale, CPPS, du professeur Albert Thévoegeret, a voulu mettre en application les recommandations issues de ces assises. Il s'agit de traduire sous forme de projets convaincants et mobilisateur des différents acteurs autour de la question. Si le développement est le niveau de la paix, ça veut dire que si toutes les religions, les adeptes, les responsables se mettent ensemble à couler quand même, je fais exprès de mettre ce village en exergue pour que l'eau potable que l'on découvre ensemble soit l'œuvre de tous les adeptes des religions, il n'y a pas nécessité de se battre. La République du Japon a pris à bras-le-corps le dit projet en acceptant d'apporter son appui financier. Lors de la 5e conférence internationale Tokyo sur le développement de l'Afrique, tenue au Japon en juin 2013, le gouvernement du Japon a manifesté plusieurs engagements
au nombre desquels sa ferme volonté de continuer à soutenir les efforts de l'Afrique en matière de consolidation de la paix, de soutien et de promotion de la paix. Le gouvernement salue cette initiative qui honore si bien le Bénin dans ce combat pour le dialogue interreligieux. Dans l'impossibilité de placer un policier derrière chaque citoyen pour garantir sa sécurité, la seule option crédible et durable reste celle incontournable de renforcer tous les mécanismes de vivre ensemble. Plusieurs personnalités ou représentants de personnalités invités pour la circonstance se sont succédés pour rappeler l'urgence d'un dialogue franc et fécond contre l'extrémisme religieux qui gagne du terrain. Pendant 2 jours, les participants harmoniseront leur point de vue sur la question en vue du démarrage officiel de ce projet. On discutera aussi des initiatives ou actions de promotion de l'esprit du symposium de Cotonou en France, au Burkina Faso, en République centrafricaine et ailleurs. On parlera aussi des défis et perspectives du projet. Parlons de renforcement de sécurité au Bénin. La question de la sécurité et de l'état de droit fait l'objet d'un séminaire depuis ce matin à l'École nationale supérieure de police, initié et financé par la Fondation Konrad Adenauer. Cet atelier est destiné aux élèves commissaires de police. Rodemond Tchakwa et Marie-Louise Perrin pour le point. La Fondation Konrad Adenauer, par le programme CIPODI, un projet dédié au dialogue sur les politiques de sécurité en Afrique subsaharienne, entend accompagner toutes les mutations en cours pour transformer et consolider les forces de police dans leur capacité à être des garantes de l'état de droit et de la démocratie. Je vous inviterai à capitaliser les bonnes pratiques qui se dégagent de cette expérience, mais aussi à l'identifier et même insister sur les défis qui restent à surmonter pour conserver sur la durée le climat de paix qui règne au Bénin et anéantir les menaces qui présentent sur la paix et la sécurité dans la région ouest africaine. Assurer et garantir la sécurité aux populations est une mission importante pour les forces de sécurité publique, d'où la nécessité de maîtriser les différentes stratégies cachées dans ces thèmes de communication. Vous aurez droit de communication sur les thèmes institutions de l'État, de droit et de la démocratie, le rôle des forces de sécurité publique face aux menaces terroristes, la sécurisation du processus électoral, la sociologie du genre à la police, la responsabilité pénale des policiers en cas de violation des droits humains, l'éthique et la déontologie à la police. Je vous invite donc à une attention soutenue pour qu'au terme des présents travaux, vous puissiez acquérir des éléments nécessaires à l'amélioration de vos connaissances dans l'exercice de la délicate mission quotidienne, celle de concilier les exigences de la sécurité avec le respect des droits de l'homme. La présente formation a pour cible les élèves commissaires de police de la 9e promotion de l'École nationale supérieure de la police. La fondation allemande Friedrich Ebert Steifen a lancé la 3e édition du programme Jeunes Leaders. Ils sont une trentaine de jeunes sélectionnés qui bénéficieront pendant 6 mois d'une formation sur divers aspects de la nation béninoise. La cérémonie officielle de lancement du dit programme a eu lieu dans la salle majestique à Kadjerou. Ibagodo Pessi, Jérôme Ongo. Faire partir d'une génération de jeunes qui impactent positivement leur environnement afin d'assurer le développement. C'est une ambition pour ces 30 bénéficiaires du programme Jeunes Leaders de la Fondation Friedrich Ebert. Une initiative qui vient mouler les jeunes béninois aux réalités dans plusieurs domaines de la vie sociopolitique et économique du pays. Tout leadership réussi et efficace est basé sur l'acquisition des connaissances et le travail continu. Trouver un équilibre entre l'ambition, la détermination, la stratégie, la vision et la persévérance d'un côté, et l'autoréflexion, la remise en question, le respect et une dose de pragmatisme de l'autre. La formation doit durer 6 mois et aura lieu aussi bien au Bénin que dans la sous-région ouest africaine. Nous avons tous l'habitude de chanter l'hymne national du Bénin. Et quelque part dedans, il est écrit « Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent ». C'est bien de vous et moi qu'on parle.
Je suis convaincu que, en sortant de ce programme de formation, chacun de vous sera encore mieux outillé pour faire face aux grands défis et enjeux qui attendent notre pays. Ces jeunes leaders en devenir sont conscients de l'enjeu. En décidant de participer au JLB, c'est tout d'abord pour apprendre et m'améliorer afin de poursuivre mes ambitions, comme je l'ai dit, celui de devenir plus tard présidente de l'Assemblée nationale du Bénin. Je suis venu pour devenir plus tard le premier journaliste, président de la République de ce pays. Au thème de la formation, je voudrais avoir des connaissances approfondies et spécialisées qui feront de moi un leader incontesté, incontestable. Le ministre des Sports a dit tout l'engagement du gouvernement à prendre en charge toutes les promotions pour un heureux aboutissement de ce programme de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Pour arriver à cette promotion, 200 candidatures ont été reçues. 51 jeunes ont été auditionnés, mais 30 ont été finalement sélectionnés. Parlons gastronomie dans cette édition, un centre de formation en pâtisserie et en boulangerie au Bénin. L'Institut de boulangerie et de pâtisserie Hortensia, l'Institut est spécialisé en produits pâtissiers, mais aussi dans la fourniture et la distribution des matières premières. À la découverte de cet institut avec Awa Chérif et Patrick Benou. Du pain de bonne qualité, des boulangers dévoués en la matière. La farine de blé est moulée ici avec dextérité pour sortir un produit fini prêt à la consommation. L'Institut de boulangerie et de pâtisserie Hortensia IBPH est ouvert aux jeunes désireux de suivre une formation en boulangerie et en pâtisserie. Avec des équipements les plus modernes, IBPH veut répondre à la préoccupation actuelle des consommateurs. Nous proposons actuellement des formations pour pouvoir relever le niveau de qualité des produits issus des boulangeries. Nous proposons aux artisans boulangers deux types de formations, la formation en initiation et la formation en perfectionnement. En fait, notre objectif, c'est de relever le niveau de production et la qualité de pain des artisans boulangers. Les artisans boulangers qui viennent dans notre centre de formation quittent l'institut avec un savoir-faire et une expérience avérée. Avec une expérience avérée et grâce au savoir-faire du maître pâtissier, les apprenants sont initiés au métier de pâtisserie et de boulangerie avec plus de suivi. On peut vous donner une température de 200 degrés ici. Ça ne va pas la même température de 200 degrés à un four artisanal. Il faut différent aussi. Il faut vous concentrer et vous essayez de maîtriser votre four. Moi, je maîtrise mon four. Je viens chez vous, c'est pas parce que je suis chef. Non. Je ne connais pas votre four. C'est vous qui maîtrisez votre four. C'est vous qui allez me donner des astuces qui disent ah, mon four a tel problème. Donc n'importe où vous allez pour travailler, demandez toujours conseil comment fonctionne votre four. Ne vous balancez pas tout ça, dit je connais ma recette, je vais mettre dans le four. Ça va être de la sorte, on va dire que vous connaissez bien avec eux. C'est juste le four qui vous a donné ça. L'Institut de boulangerie et de pâtisserie Hortensia est aussi Pâtisseland, spécialisé au Bénin dans la fourniture et la distribution des matières premières. Les matières premières que nous mettons à la disposition de la clientèle et des professionnels sont des matières premières qui respectent les normes essentielles de fabrication recommandées par l'OMS et l'UNICEF. Bon, Pâtisseland aussi fait la distribution des matières premières pour la restauration et les pizzerias. Nous livrons les matières premières pour ces pizzerias afin qu'ils n'utilisent pas des produits de mauvaise qualité. On est spécialisé aussi dans la distribution des produits pour la restauration, les jus de fruits et les laits. IBPH est une référence en matière de pâtisserie et de boulangerie au Bénin. Divulguer de façon moderne et efficace les bonnes pratiques sur l'hygiène, une priorité pour l'Institut de boulangerie et pâtisserie Hortensia. Et on parle de la prise en charge de la tuberculose. La tuberculose, une maladie contagieuse dont le traitement médicamenteux seul ne suffit pas pour la guérison du patient. Avec la collaboration de Dr Adjo Bibé, Mathieu Sokeno et Jean-Claude James, nous propose l'acte 2 de la prise en charge. On la suit. Les médicaments ne suffisent pas. L'accompagnement et le soutien
est nécessaire et obligatoire. D'autant plus que déjà dans notre communauté, selon notre tradition et coutume, c'est une maladie qui est naturellement stigmatisante. Et déjà en fond, on parle de Kwenwe, c'est-à-dire tu as toussé jusqu'à ce que tu es devenu blanc. Et d'autres disent Yomenkwen, c'est-à-dire la toux de la mort. Du coup, le patient a besoin d'être accompagné. Accompagné par le corps médical et accompagné par la famille. Parce que prendre les médicaments tous les jours que Dieu fait pendant 6 mois, ce n'est pas facile. Donc le soutien psychosocial, nous le faisons dans ce sens précisément grâce à l'appui des infirmiers, grâce à l'appui des assistants sociaux et grâce à l'appui des socio-anthropologues. Donc c'est toute une équipe et aussi des médecins qui accompagnent donc la prise en charge psychosociale. Et au cours de la prise en charge psychosociale, il y a le volet infection par VIH parce que 15% des patients tuberculeux au plan national sont porteurs également du virus VIH. 15%. Comment ça se fait? Il faut savoir simplement que le VIH, l'infection par le VIH et la tuberculose, ce sont 2 pathologies qui sont très très liées. Et la tuberculose est la première maladie opportuniste de l'infection par le VIH. C'est-à-dire, ceux qui ont cette maladie qu'est l'infection par le VIH ont beaucoup plus de chances de faire la tuberculose du fait de la dégradation de leur immunité, de la baisse de l'immunité. Les germes qui étaient à l'état quiescent peuvent se réactiver. En termes scientifiques, on parle de la réactivation endogène. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle personne qui vous a contaminé, mais c'est les bacilles que vous-même vous avez déjà inhalées depuis un certain temps, qui est dans votre organisme, qui ne vous faisait rien, qui se sont réactivées et qui vous ont donné la maladie. Voyons l'actualité hors du Bénin. L'opposition congolaise dans les rues de Kinshasa ce jeudi. La marche vise à protester contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président Kabila à rester au pouvoir au-delà de son mandat. C'est l'un des sujets que nous propose Ibrahim Lawani dans cette compilation. L'opposition congolaise a appelé ce jeudi à manifester dans toute la République démocratique du Congo. Elle dénonce la décision rendue le 11 mai dernier par la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt, cette Cour autorise le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, à rester en fonction au-delà du 19 décembre prochain si la présidentielle n'est pas organisée jusqu'à cette date. Dans la matinée, la présence policière était visible mais relativement discrète. Quelques dizaines de manifestants affluaient néanmoins au lieu de rassemblement proche du siège de partis d'opposition. La manifestation des opposants a été autorisée à Kinshasa, mais interdite à Lubumbashi, la deuxième ville du pays, fief de l'opposant Moïse Katumbi. Ce dernier est candidat déclaré à la présidentielle. Il a quitté le pays vendredi dernier après des ennuis judiciaires. Des véhicules remplis de policiers patrouillaient donc sur les grands axes de Lubumbashi pour empêcher tout rassemblement, selon un journaliste de l'AFP. La Constitution interdit au président Joseph Kabila de se représenter et l'opposition l'accuse depuis des mois de chercher à contourner la loi fondamentale pour se maintenir à la tête du pays après 2016. Le gouvernement libérien veut lancer un vaste programme pour sauver son système éducatif actuellement en faillite. Il s'agit d'un partenariat public-privé dans 120 écoles primaires à la rentrée de septembre prochain. Coût de l'opération, près de 58 millions d'euros, soit environ 3/4 du budget consacré à l'éducation. L'entreprise Bridge International Academies est l'un des principaux acteurs privés de l'initiative. Le partenariat public-privé est une collaboration entre les écoles du Libéria. De ce que je sais, c'est un modèle éducatif reconnu aux États-Unis. Il tend à rendre nos écoles publiques meilleures. Pourquoi la BIA? La BIA a été invitée à dresser un bilan du système éducatif et voir comment aller de l'avant, en travaillant avec le ministère, en renforçant certaines compétences, en travaillant avec les professeurs et faire en sorte d'améliorer nos écoles publiques. Nous sommes ici pour travailler avec les parents, pour leur rappeler que leur enfant est capable de lire. Les carences du système éducatif libérien sont assez
alarmante. Plus de 2/3 des enfants en âge scolaire ne sont pas en classe, selon l'ONU. Par ailleurs, en 2013, le pays ne comptait que 15 000 instituteurs pour 675 000 élèves, soit un enseignant pour 45 apprenants, selon des statistiques officielles. Si l'essai s'avère concluant, cette association, avec une dizaine d'entreprises spécialisées dans l'éducation, sera étendue à tout le primaire. Le tourisme tunisien se porte de mieux en mieux. Ainsi s'est exprimé le ministre en charge du secteur face à la presse à l'approche de la saison estivale. Il y a une vingtaine d'hôtels qui ont réouvert leurs portes entre le mois d'avril et le mois de mai. Il y en avait 38 qui étaient fermés. 9 autres vont ouvrir très prochainement. Donc il y a des prémices intéressantes. Nous avons travaillé sur la diversification des marchés, sur la sécurité, parce que effectivement, sans sécurité, il ne peut pas y avoir de reprise. La sécurité, c'est une priorité pour nous. Le secteur touristique représentait près de 7% du PIB, avec un nombre annuel de visiteurs estimé à 7 millions avant la révolution de 2011. La situation s'est cependant nettement dégradée depuis lors. L'instabilité et les attaques terroristes qui règnent dans le pays après le printemps arabe portent un coup dur au tourisme tunisien. D'après la Banque centrale, la chute des recettes touristiques au premier trimestre a atteint 51,7% par rapport à la même période en 2015. Cela équivaut à une perte financière de 120 millions d'euros environ, mais les mesures mises en place permettent d'être optimistes, pense le ministre du Tourisme. Nous avons mis en place dans les institutions touristiques, dans les aéroports, obligation d'être aux normes et aux standards internationaux de sécurité. Des procédures ont été mises en place et nous pouvons même aller jusqu'à fermer certains hôtels s'ils ne sont pas aux normes. Dans un contexte économique peu reluisant, avec moins de 1% de croissance en 2015 et plus de 15% de chômage, la Tunisie compte sur son tourisme pour une renaissance. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, à très bientôt.